bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Merci à tous de votre confiance. Voici le sommaire qui vous attend dans ce magazine. Les spécialistes voient d'un bon oeil le découpage en plusieurs zones des vacances scolaires estivales, évidemment défendu hier soir par le ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon, mais la fin des grandes vacances ne devrait pas arriver avant 2015. Une étude américaine de grande ampleur révèle que les produits de la mer ne sont pas épargnés car le Horsegate a mis en avant les fraudes sur l'étiquetage des produits alimentaires. La mort d'un jeune Palestinien dans une prison israélienne intervient dans un climat déjà très détérioré. Une étude menée sur près de 60 millions de femmes conclut que la caféine peut induire un retard de croissance chez le fœtus. Le nombre de chômeurs pourrait dépasser mardi son record vieux d'il y a 16 ans. Les emplois d'avenir, mesure phare de l'exécutif, peinent à trouver preneur. L'agence américaine AP a retrouvé au Mali un document indiquant aux combattants islamistes comment se protéger contre les attaques des avions sans pilote. Suite de notre reportage consacré aux singes du Maroc et au Japon en fin de magazine. Le gouvernement passe, mais certaines idées restent. Après le ministre Luc Châtel et de nombreux prédécesseurs à la tête du ministère de l'Éducation nationale, Vincent Peillon, le ministre, a défendu une réforme du calendrier des vacances scolaires. Nous devons être capables d'avoir un zonage l'été, 2 zones, et nous devons être capables d'avoir 6 semaines, c'est suffisant, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale hier soir. Donc. Entre 2010 et 2012, l'ONG américaine Oceana a mené l'une des plus importantes études sur les produits de la mer jamais réalisées dans le monde. Elle a testé 1200 échantillons provenant de 674 points de vente répartis dans 21 États des États-Unis pour déterminer si les poissons étaient étiquetés et identifiés correctement. La mort d'un détenu palestinien dans une prison israélienne a fait encore monter la tension en Cisjordanie ce week-end, où les incidents entre Palestiniens et soldats israéliens se sont récemment multipliés au point de faire craindre à Israël un début d'antifada. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les femmes enceintes ne devraient pas ingérer plus de 300 mg de caféine par jour, soit environ 3 tasses de café filtre. Or, une étude scandinave de grande ampleur, publiée cette semaine dans une revue BNC Médecine, montre que consommer plus de 200 mg par jour de café aurait un impact négatif sur le poids des bébés. Mardi prochain, à 18 h, sera connu le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi justement fin janvier, après la douche froide de la Commission européenne qui a révisé les prévisions de croissance et de déficit de la France pour 2013. François Hollande, le président de la République, pourrait cette fois-ci être plongé dans un bain glacé bien plus compliqué à gérer politiquement. Avant de quitter Tombouctou, avant l'arrivée donc de Tombouctou le mois dernier, les insurgés islamistes se sont arrêtés pour acheter des dizaines de modestes tapis tissés avec des herbes du désert dont ils ont recouvert leurs voitures. Tout de suite sur News TV, la suite de notre reportage consacré aux singes du Maroc et aux singes du Japon. Regardez. Prochain arrêt, un champ de jeunes pousses et une nouvelle leçon de choses. À quoi bon apprendre la botanique quand on peut tout simplement téter? En plus, il n'y a pas que les plantes à connaître, mais aussi les insectes, les lézards, les petits mammifères inscrits au régime omnivore des babouins. Quel casse-tête! Les femelles ont un petit tous les 2 ans, objet de toute leur attention, car unique. Il est surveillé, protégé, choyé aussi par tous les autres adultes. Souvent, les jeunes babouins préfèrent s'amuser pendant les haltes. Mais mine de rien, par le jeu, on apprend encore. C'est le moyen d'assimiler les règles sociales, de découvrir sa place dans la hiérarchie, de définir ses droits
et ses devoirs. Avec son réseau complexe d'interrelations, la société des babouins exige un système de communication précis, très élaboré et pas facile à décoder pour les novices. Des mâles dominants, le groupe en compte plusieurs, et ce pour une raison stratégique. Chez les babouins, la filiation est matrilinéaire, et c'est-à-dire que les jeunes femelles restent avec leur mère toute leur vie, alors que les mâles s'en vont à l'adolescence. Résultat, les femelles sont si nombreuses dans le clan qu'un seul mâle ne saurait à lui seul évincer tous les rivaux et veiller sur tous les jeunes. Qu'un membre de la troupe découvre un arbre regorgeant de fruits et le réflexe grégaire des babouins se déclenche. Tout le monde vient se régaler, en respectant bien entendu l'ordre des préséances. Mais très vite, pour les jeunes, se gaver devient secondaire et profiter de ce nouveau terrain de jeu primordial. Tous les bébés et les adolescents de la grande famille des cercopithèques se livrent avec le même entrain à ces acrobaties. Prenons les macaques qu'on appelle magous. Ils sont nombreux dans les forêts du Maroc. Organisés en communauté, ils ont, tout comme les babouins, une vie sociale intense, avec sur fond d'harmonie des conflits quotidiens. Ce sont eux aussi des mangeurs permanents qui errent toute la journée à la recherche de nourriture. Chez les magos, plus encore que chez les babouins, le petit est l'objet d'une attention continuelle de la part de sa mère. Il est même un pôle d'attraction pour tous les individus du groupe, adultes ou jeunes, mâles ou femelles. Ce qui fait de lui un adorable petit despote. Celui-ci ne mesure décidément pas le sérieux de l'épouillage, qui a certes un rôle hygiénique, mais remplit la fonction autrement plus importante d'assurer la cohésion sociale. L'exubérance physique des petits a sa raison d'être. Elle développe chez eux l'habileté à manipuler les objets comme les congénères. La femelle a un seul petit tous les 2 ou 3 ans. Elle s'occupe constamment de lui pendant 12 à 15 mois, mais n'est pas seule pour assumer cette tâche. Les mâles sont très prévenants envers les petits, même ceux dont ils ne sont pas le père. C'est plus ou moins intéressé. L'attention, la tolérance sont des critères de choix pour les femelles. S'ils veulent obtenir leur faveur, les mâles doivent se faire bien voir.
Les guenons entretiennent des rapports amicaux avec d'autres femelles, souvent de leur lignée. Avec des mâles aussi, ceux-là même qui les aident à s'occuper de leur progéniture. L'amitié se manifeste à tout instant, par le toilettage et par toutes sortes de tendresses. Les jeunes magots parviennent toujours à se faire une place dans ces rapprochements intimes. Espiègles, exigeants, assommants sans doute, ils n'en sont pas moins l'avenir de la communauté et on leur pardonne tout. Les frères, sœurs et cousins sont moins cléments, en particulier dans le jeu, cet apprentissage des règles politiques et sociales qui comprend toutes sortes d'épreuves. Des journées entières dans les arbres. Voilà à quoi se résume l'apprentissage par lequel l'orang-outan devient adulte. On est vraiment aux antipodes de l'agitation frénétique des babouins et des macaques. Ici, on goûte la vie au ralenti, dans un monde où il n'y a ni endroit ni envers. Quatre longs doigts, avec un pouce opposable formant des crochets de suspension. Voilà qui explique la capacité de l'orang-outan à rester sereinement pendu par une main. L'aisance développée dans les exercices en solo est bien utile lors des rencontres. Surtout, on le verra, des rencontres amoureuses. Ces adolescents n'en sont pas encore là, mais on devine dans certains de leurs gestes le prélude aux jeux amoureux. En haut, la jeune femelle. En bas, un mâle, reconnaissable à sa carrure et à ses bajoux naissantes. On ignore les règles de leurs ébats, mais on peut supposer que, comme tous les jeux, ils entraînent leur lot de bisbilles et de désaccords. Les deux joueurs se sont retrouvés quelques arbres plus loin. Pose détente, espièglerie, concours de positions acrobatiques. Pour nous, il y a moult interprétations possibles. Les trapézistes, quant à eux, doivent se demander ce que peut bien signifier la mimique de la femelle qui les observe depuis la branche d'en face. Hostilité ou sympathie? Qu'importe après tout, leur numéro est loin d'être fini. Il est rare que ces plaisirs ludiques tournent mal chez les pacifiques orang-outans. Alors que dans les tribus de babouins au Kenya, le jeu dégénère presque systématiquement. À cause de la complexité de leur rapport hiérarchique, la limite entre l'amusement et la compétition est assez mince. Et très souvent, ce qui a commencé comme un jeu de chat ou une partie de catch finit par tourner au vinaigre.
Il faut croire que la tension générée par ces chamailleries est contagieuse, car voilà que des mâles adultes commencent à s'énerver. Un mâle doit jouer plusieurs cartes pour arriver au sommet. La ruse, pour tisser des alliances avec d'autres mâles, la manipulation et au besoin l'agressivité, afin de faire progresser sa carrière. Cela ressemble à s'y méprendre à de la politique. Il arrive aussi que des querelles éclatent entre les guenons, même si la place de chacune dans la hiérarchie est plus clairement établie que chez les mâles. L'enjeu de la dispute est bien souvent un petit. Une fois assis en haut de l'échelle sociale, un mâle dominant bénéficie de tous les avantages. Nourriture à foison, femelle à gogo et nombre dépouilleurs et dépouilleuses aux petits soins pour lui. En contrepartie, il assure la protection des petits. Tout ce réseau d'arrangements, d'amitié et de rapports de force exige un système de communication assez pointu. Des cris, des mimiques, des postures. Entre autres, celle-ci, la présentation. Exposer à l'autre son derrière peut être aussi bien une invite sexuelle qu'une manière d'apaiser un conflit ou d'affirmer une position hiérarchique, tout comme l'épouillage. Les champions dans ce domaine sont sans conteste les magots du Maroc. Toutes les combinaisons, toutes les figures de style sont possibles, pourvu que l'on observe les règles de partage et de réciprocité. Les magots n'épouillent jamais à la va-vite. Ils y mettent un zèle quasi religieux. Chacun à son tour présente complaisamment n'importe quelle partie de son anatomie au toiletteur, qui en déloge les peaux mortes, les tiques, les poux Voilà, et un autres. reportage magnifique, je vous l'avais promis. Demain, nous verrons la suite de ce très beau reportage. Voilà, et c'est ainsi que s'achève cette si belle émission que j'aime beaucoup. Merci à vous, tous les téléspectateurs de News TV. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous pouvez en prendre pour la zone qui vient d'être en vacances. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain sans faute sur News TV dans le Grand News à 18h30. Très belle soirée sur News TV. À demain.